Merci à tous d'être venus. On va vous présenter Lagom. Donc, c'est le framework de développement de Lightbend. Donc, petit rappel sur Lightbend, qui était anciennement connu sous le nom de TypeSafe. Donc, c'est la société qui porte notamment le langage Scala et les frameworks Play et Akka. Donc, c'est tous trois des technologies éprouvées et très utilisées dans notre industrie. Donc, on va se présenter rapidement. Donc moi, c'est Yakem, je suis développeur Xebia depuis un peu plus de 2 ans. Je fais maintenant du Scala depuis environ 1 an. Et j'ai eu la chance de faire plusieurs projets microservices chez Xebia. Moi, c'est Cyril Verdier. Je suis développeur Scala actuellement chez Xebia depuis plus d'un an aussi. Et je m'intéresse entre autres aux architectures actives, JVM. Et moi, c'est Mathieu Dulac, développeur chez Xebia depuis 3 ans, développeur Scala. Très bien. Donc, c'est quoi l'agenda? Donc, on va vous faire quelques petits rappels sur les microservices, donc les avantages et les difficultés que cela apporte. Lagom au milieu de tout ça, à quoi ça nous sert, comment ça nous aide à résoudre ces problématiques. Une bonne partie de live coding, donc explication de code, développement de modules, et on va vous présenter l'outil conducteur. Et puis, on va conclure... Donc, les enjeux microservices, le pourquoi, donc les avantages. Pourquoi on essaye de faire du microservice? Donc, premièrement, la résilience. Donc, résilience ou robustesse. Donc, en quoi est-ce que notre écosystème microservice est plus résilient ou robuste qu'un monolithe? C'est par sa capacité à isoler ou à cloisonner les erreurs. Donc, pour éviter leur propagation au sein de notre système d'information. Donc, comment on y... qu'est-ce qu'on isole? C'est nos services. Donc l'unité de cloisonnement, si on veut, c'est le service. Et de quoi est-ce qu'on les isole? C'est des autres services. Donc pourquoi on cherche à faire cela? C'est principalement par cause de dysfonctionnement des autres services, donc à cause de code fautif, problème d'infrastructure ou tout simplement une charge anormalement élevée. Donc comment on y parvient? C'est avant tout au travers de communications asynchrones, donc éviter à tout prix les communications directes. Dans la littérature, on trouvera aussi souvent sous la partie robustesse la réplication ou la délégation, mais on ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas propre aux microservices, ça s'applique aussi à un système monolithique. Donc l'autonomie, un microservice, on va dire pur, donc est capable d'être déployé individuellement car il est maître de sa donnée, donc il a sa propre persistance et ne dépend, si possible, d'aucun autre service. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà en développement, vous pouvez déployer et tester seulement les services qui vous intéressent, mais même en production ou dans un environnement de recette, vous déployez seulement les services que vous souhaitez déployer pour, par exemple, mettre en place un système de licence. Scaling horizontal, donc ça parle probablement à la plupart des gens, mais plus d'un point de vue base de données ou système de persistance de façon générale. Donc on parle souvent de scaling horizontal, c'est la capacité à scaler donc, en ajoutant des nœuds plutôt que d'augmenter la puissance d'un seul nœud. Donc dans le cadre de microservices, on ne va pas parler de la puissance, mais plutôt de la base de code qui scale horizontalement, donc on va ajouter des services plutôt que verticalement, ce qui voudrait dire donc, modifier un même service de façon systématique, ce qui est beaucoup plus risqué évidemment. Donc les cycles de vie indépendants des services, donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la littérature, et c'est en effet un avantage conséquent pour pas mal d'entreprises. Et ce que vous pouvez faire, c'est avoir des services qui ont des besoins différents, des évolutions différentes et tout simplement un cycle de déploiement différent. Et à nouveau, ça réduit le downtime et ça réduit le risque de tout simplement casser l'ensemble de votre récit. L'indépendance technologique, donc ça c'est très intéressant pour les développeurs. Ça nous permet d'utiliser des technologies différentes, des frameworks, des langages différents selon les services. Donc vous avez un service Big Data, vous pouvez faire du Scala. Vous voulez faire un service qui expose une API, vous pouvez faire du Node ou du Java.
Voilà. Et c'est pas seulement ça, ça vous évite aussi d'avoir une obsolescence, on va dire, programmée de votre service, de par la capacité à le migrer vers de nouvelles versions, de nouveaux outils, ou complètement de paradigme. Voilà. En fait, le problème avec un monolithe, c'est que si vous avez une base de code d'1 million de lignes, que vous avez un framework style Hibernate qui est très intrusif, il est en pratique quasi impossible de s'en débarrasser. Alors que sur des microservices, ça reste à taille humaine. Donc la mobilité, un aspect un peu plus opérationnel. Dans un système microservice, usuellement la découverte se fait elle se fait systématiquement indirectement, donc soit par DNS, soit mieux par Service Discovery. Mais dans les deux cas, la position géographique ou physique, on va dire, des services est transparente pour les autres services. Ce qui permettrait aux opérationnels de déplacer les services d'un data center à un autre, par exemple. Donc, on va parler maintenant des difficultés. Je laisse la main à Cyril. Alors, du coup, pour tirer parti de ces avantages, on fait face à plusieurs difficultés. La première, ça va être au niveau de l'infrastructure, parce que pour tirer vraiment avantage de ça, on va avoir une infrastructure qui va être plus grande et plus complexe. On va apporter de l'isolation avec de la conteneurisation, par exemple. Mais du coup, on a quelque chose qui peut être plus large, plus vaste, plus de machines, plus d'instances, et éventuellement quelque chose même de dynamique, où on va avoir des choses qui sont difficilement prévisibles. Donc une configuration statique, en fait, ça ne suffit pas pour tout gérer. Et ça amène le point suivant, qui va être le premier lié à ça et aux microservices, la découverte, c'est-à-dire pour nos microservices, comment est-ce qu'on parvient à découvrir, donc leur permettre de communiquer, quels sont leurs endpoints, comment est-ce qu'ils vont se brancher avec l'extérieur entre les différentes instances qui sont déployées. Et d'autre part, point suivant, le découplage. Donc il y a deux niveaux dans ça, c'est le découplage spatial, c'est-à-dire entre les différentes instances qu'on déploie, notamment si on en déploie par exemple avec du scaling, voire du scaling dynamique, encore une fois, il faut qu'on puisse maintenir la communication entre tous les services, même si on ajoute, on enlève des instances de manière dynamique. Et le découpage temporel, c'est un petit peu différent, c'est que du coup, comme chaque microservice est un peu maître de son domaine, des traitements vont s'étaler sur plusieurs microservices potentiellement. Et du coup, il ne faut pas que la panne ou la charge excessive d'un des microservices pénalise l'ensemble du système sur l'ensemble du traitement. Ensuite, plus compliqué, la cohérence. Pareil, il y a deux niveaux. On va avoir la cohérence des données. Et on se donne souvent l'illusion qu'une base de données peut apporter à elle seule la garantie vis-à-vis de ça. Mais évidemment, si on a plusieurs services, on va avoir de l'indépendance technologique, donc potentiellement aussi au niveau des middleware. Du coup, là, on a une problématique qui devient plus large. Il faut arriver à un mécanisme qui nous permet de la garantir. Également, la cohérence de l'état entre les différents microservices à un instant donné, avec les données avec lesquelles ils travaillent, donc qui ne sont pas forcément des données persistées. Il faut quand même qu'on ait une cohérence sur des instances multiples de microservices. Et un choix qui peut être fait, par exemple, c'est la consistance éventuelle, qui est une approche un peu différente. Ensuite, la sécurité, c'est quelque chose qui est souvent sorti finalement du scope des microservices, mais qui devrait y être également. En particulier, un service qui est maître de son domaine devrait être maître de l'autorisation au niveau de ses endpoints, c'est-à-dire permettre, une fois qu'on a authentifié, que ce soit un utilisateur ou une autre API qui fait des appels vers notre microservice, c'est lui qui est maître de l'autoriser ou pas à faire telle ou telle action sur tel ou tel endpoint. Dernier point, la dénormalisation, donc ça va avec la notion de domaine. Arriver à faire une dénormalisation correcte, c'est-à-dire avoir des microservices qui sont maîtres d'un domaine précis et des fonctionnalités qui y ont trait, c'est quelque chose qui peut être en pratique compliqué à faire, et pas seulement pour des raisons techniques, ça peut être pour des raisons organisationnelles aussi. Il faut que les équipes qui travaillent sur ces services soient maîtres des fonctionnalités, du produit, et la légitimité de travailler de cette manière-là. On va passer maintenant à Lagom lui-même et comment il adresse ces problématiques. Merci. Donc voilà, pourquoi Lagom? Donc déjà, dans la salle, est-ce que certains connaissent le framework Lagom? Ok, donc c'est de la découverte pour quasiment tout le monde. Ok. Donc Lagom, en fait, c'est un framework qui est développé par Lightbend.
qui est un framework qui est essentiellement destiné aux développeurs Java. Donc actuellement, il n'existe qu'une API Java, malgré que l'API Scala soit en cours de développement. Et c'est un framework qui est très récent, puisqu'il est sorti en début d'année. Donc il est sorti en mars ou avril 2016. Donc c'est un framework qui est basé sur une stack qui est éprouvée. Donc c'est sur des produits Lightbend. Donc AK, on a AK 2.4 et Play 2.5 en dessous. Ce framework également en fait va nous permettre de développer très rapidement, donc on va y revenir ensuite dans la partie présentation et live coding. On va avoir un environnement de développement qui est vraiment très très productif. On va pouvoir également avoir du service discovery qui est built-in à l'intérieur du framework via injection de dépendance. Donc ça c'est vraiment bien sur l'environnement de développement, mais également sur l'environnement de production avec Conductor, qui est un produit qui est également proposé par Lightbend et dont on fera la démo en fin de talk. Donc la gomme c'est just right. En fait c'est un mot suédois. Ça veut donc vraiment dire just right. Ce qu'a voulu dire Lightbend avec ce mot-là, c'est quand une équipe de développement développe une application en microservice, souvent cette équipe en fait se concentre sur la partie micro plutôt que service. En tout cas, Lightbend a voulu dire nous, on fait un framework de développement pour vous encourager à faire des services qui aient une vraie cohésion métier. Donc, c'est-à-dire qui représente un bandit contexte en termes de DDD. Ça, c'est l'idée de Lightbend derrière. Comme je le disais assez rapidement, et je vais m'attarder un peu plus dessus, ça cible essentiellement les développeurs Java et Java EE. Donc, l'API actuellement est seulement disponible en Java, bien que donc, la partie Scala soit en cours de développement. C'est une alternative à Java EE dans le monde du développement d'applications entreprises. Quand je parle d'alternative, ça fait plus de choses, ça adresse pas les mêmes problématiques, c'est-à-dire que là, avec Lightbend, on propose des solutions à des problématiques de résilience, de scaling, d'isolation, comme en parlaient Cyril et Ilia. L'environnement de développement productif et complet, c'est-à-dire en fait pour créer un projet Lagom, ça va être très simple. L'idée, ça va être de télécharger donc Activator et de proposer. Il propose du templating. Donc en fait, vous démarrez Activator, vous créez un nouveau projet via un template Lagom Java et vous aurez un projet qui est déjà donc un projet sandbox qui est déjà que vous pourrez démarrer. Justement, pour démarrer ce projet-là, en fait, c'est via une commande run all. Run all, ce que ça fait, c'est que ça va vous démarrer l'ensemble des services, donc en local, pour l'environnement de développement, là j'entends, ça va vous démarrer l'ensemble des services, un Cassandra, ça va vous démarrer un service locator, et vous pourrez déjà commencer à travailler directement dessus. Donc par défaut, vous avez deux services. On va vous montrer dans le live coding, on va en ajouter un troisième, on va jouer un peu avec l'injection de dépendance et vous montrer vraiment cette facilité-là sur l'environnement de développement. Donc également il y a le hot reload qui existe sur Lagom. Donc en fait peu importe le service que vous modifiez, vous pourrez la JVM va reloader donc le code à chaud et remonter le service et vous aurez directement la modification sans pour autant quitter Activator ou ni même quitter la commande run all. Donc architecture, event sourcing et CQRS, ça parle à tout le monde, event sourcing, CQRS. Ouais, levez la main juste pour que... Ok, donc quasiment à tout le monde, donc ok, je reviens pas sur la définition. En fait, eux proposent ce genre d'architecture, et pour ça, en fait, ça a été simplifié énormément grâce à leur API de persistance qu'ils proposent. Donc via quelques annotations, et donc leur API qui propose avec des events, des commandes, Cyril nous en parlera très rapidement, mais il est très simple de faire de l'event sourcing CQRS, donc notamment pour l'isolation entre services. Donc ce que je disais, c'est que voilà, j'y reviendrai, mais en fait le but c'est de s'approcher du Reactive Manifesto. Le service Discovery, donc le service Discovery qui est directement disponible dans l'environnement de développement, mais aussi dans l'environnement de production via Conductor. Il est directement intégré au framework et on peut l'utiliser directement via des injections. Donc le at inject assez classique qu'on retrouve dans Java EE et Spring.
Également, Conductaire, donc pour la partie prod, pas pour la partie développement, propose du monitoring. Donc on va pouvoir monitorer un ensemble de fonctionnalités, notamment un circuit breaker. Donc on a un circuit breaker notamment pour les problématiques d'isolation que mentionnait Ilia. On va pouvoir le monitorer. On va aussi pouvoir monitorer l'ensemble de nos services qui tournent, c'est-à-dire combien d'instances, est-ce qu'il est up, est-ce qu'il est down, est-ce qu'on le remonte, etc. Enfin, est-ce qu'il faut le remonter, etc., etc. Donc on le verra avec Conductaire à la fin de la présentation. Enfin, c'est ce que je disais assez rapidement, le but de l'iBand via la gomme, en fait, c'est de nous proposer un framework qui nous guide vers le Reactive Manifesto. Donc le Reactive Manifesto, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que pour avoir une bonne architecture, microservices, on doit être disponible, souple, résilient et orienté message. Et avec la gomme, justement, l'idée, c'est d'avoir ça. Et surtout via AK, donc, qui permet d'assurer l'orienté message, la résilience, la disponibilité, enfin, en fait, un peu tout. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on va passer au live coding. Et donc, pour ça, je vais passer le micro à Cyril. Bah non. Ah bah non, t'en as déjà un. Alors, c'est bon, ça marche. Donc on va rentrer dans le code d'un petit projet Lagom. Donc en fait, on est tout simplement parti d'un des templates qui propose, qui est un simple Hello World, et que je vais faire marcher très rapidement pour que vous compreniez ce qu'il fait. Donc on va utiliser la fameuse commande Renault, mais on reviendra un petit peu après sur l'intérêt que ça a aussi. Hop. Et donc en fait c'est très simple, on a une petite API qui nous permet qui va nous parler en fait, qui nous dit hello. Donc sur un pass en fait, je ne sais pas si vous voyez à peu près bien ou si j'agrandis encore un petit peu. Et on lui passe à la fin un ID, ça ne doit pas encore démarrer. Hop, hop. Allez. Voilà. Allez. Voilà, donc en fait c'est très simple, à la fin on lui passe un message, là j'ai mis Xebicon et il nous dit hello Xebicon. Et aussi, deuxième truc, on peut modifier ce qu'il nous dit avant en fait. Là au lieu de mettre hello, si je veux, je peux lui dire de nous mettre hi. Donc je fais ça, j'ai un beau 200 en bas, et du coup si je le réinterroge à nouveau, là j'ai hi. Donc quelque chose de très simple, donc voilà, finalement il y a deux points d'interaction, ça va être une espèce de get pour avoir notre message et une commande de modification. Donc on va regarder un peu comment c'est structuré à présent dans la gomme en fait, notre microservice du coup. Il va être en deux parties, on a une API et une implémentation, et on va voir après l'intérêt de ça. Donc on va commencer par regarder un petit peu dans l'API. Donc là c'est plutôt quelque chose de déclaratif en fait, donc on va déclarer nos deux endpoints en fait, donc ça va être des méthodes dans cette classe-là tout simplement, et de type service call, qui représente la manière dont on veut interagir avec. Donc le premier, on veut simplement qu'il nous renvoie une string. NotUse, ça pourrait être un équivalent de void, mais ils ont choisi de faire quelque chose de plus typé, donc ça correspond à un paramètre qu'on n'utilise pas finalement. De la même manière, la modification passe par un message qui s'appelle greeting message, donc ça correspond au petit payload que je lui ai envoyé, et done pour signifier la fin du traitement, vu que ça va être quelque chose d'asynchrone. Et après, du coup, j'ai simplement mes deux méthodes, et en dessous, on décrit de quelle manière on les bind au chemin de l'API. Donc à chaque fois, c'est un passe-param qu'on passe pour l'identifiant du message qu'on veut recevoir. Voilà, donc c'est très simple. Donc ce qui est à côté, c'est le greeting message que je ne vous montre pas, c'est quelque chose de très basique. Et je vais passer maintenant à la partie implémentation. Hop. Donc voilà, donc en fait ce qu'on va implémenter, c'est tout simplement nos deux méthodes qu'on a définies plus haut de type service call. Et dans les deux, en fait, on va travailler de la même manière. On va travailler avec une entité en fait qui représente l'état en fait de notre prompt. Vu qu'on peut changer le hello ou hi qui nous dit devant, en fait, ça c'est persisté quelque part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un registre d'entité de nous ramener cette entité. Et ce qu'on reçoit, c'est une référence, parce qu'après en interne, on va communiquer par message en fait de manière asynchrone. Dans les deux cas, c'est exactement la même chose. Et après cette référence, on va lui envoyer des messages. Alors ça c'est quelque chose potentiellement, on n'est pas obligé d'utiliser le registre d'entité aussi, on pourrait faire d'autres choses dans cette méthode-là, mais ce truc-là va avoir un intérêt quand même, vu que c'est là qu'on va parler un petit peu de CQRS et d'event sourcing.
Du coup, je vais vous montrer l'entité avec laquelle on travaille, qui s'appelle Hello World, qui est là. Alors, je résume un petit peu. On a l'API et l'implémentation. Et on va voir notre entité, en fait, et on lui parle par le message. Et en fait, ça va correspondre finalement à des commandes. Donc c'est la terminologie Lagom, en fait, il faut les voir, on implémente une interface commune. Donc ça regroupe à la fois la notion de query et commande de CQRS. Après, c'est évidemment ce dont on hérite qui fait la différence. Et cette entité va également travailler avec des événements. Donc l'idée, c'est que des commandes d'action peuvent déclencher des événements, et c'est ces événements qui vont être persistés, en fait. C'est ça qu'apporte le framework de persistance, c'est une persistance d'événements dans vrai event sourcing. Et ces événements peuvent modifier l'état, du coup, de notre entité. Donc en fait, ce qu'on fait dedans, notre persistante entité, elle est typée par 3 choses. Donc les commandes, en fait, ça va être toutes les commandes qu'elle peut recevoir. Les événements, c'est tous les événements qui peuvent lui arriver, que ce soit émis par des commandes internes ou par d'autres choses du système. Et le world state, c'est son état qui représente son état courant. Donc là, ça va être la valeur de mon prompt, hello ou hi. Et en fait, dedans, on a un builder qui nous permet de construire la manière dont elle réagit à ces différents messages. Donc pour les commandes, du coup, ça va être simplement composer le message qu'on a vu. Donc on récupère de l'état et on lui passe le nom qu'on a demandé. Donc c'est ça qui me construit mon hello Xebicon. Pour le greeting message, pour le changement de greeting message, du coup, en fait, là, on n'agit pas, c'est une commande, donc on n'agit pas directement sur l'entité. On va émettre un événement qui s'appelle greeting message change. Et c'est celui-là qu'on va traiter par la suite et qui, lui, va modifier en fait, le world state, donc l'état de notre entité. Et donc, c'est cet événement qui est persisté par le framework de Lagom via des annotations sur la classe que je vous passe aussi. Donc, du coup, donc voilà pour la partie implémentation, c'est très simple. Presque. Je reviens à présent sur l'API parce qu'il y a également d'autres choses intéressantes. Là, si on regarde le descripteur finalement de notre mapping méthode et chemin d'API, on a également d'autres choses dessus. Là, on voit il y a AutoACL en fait. Donc finalement, c'est l'API qui va déclarer la manière dont elle va gérer ses autorisations. Donc là, ça lui permet simplement de l'autoriser. Mais si jamais j'enlève ça, en fait, elle ne répond plus à aucun endpoint par défaut parce qu'on ne peut plus lui parler. Donc on peut mettre des choses plus complexes évidemment. Et on peut voir aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant. Par exemple, il y a un circuit breaker qu'on peut mettre là. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est du coup notre microservice, lui, qui va déclarer qu'il a besoin qu'on a besoin d'utiliser un circuit breaker potentiellement pour l'appeler, parce qu'il est sensible à la panne pour différentes raisons. Donc on le déclare ici, et c'est un autre microservice qui utiliserait celui-là, qui essaie de faire des appels avec celui-là, qui du coup aura lui un circuit breaker géré par le framework Lagom, du coup, qui serait utilisé de son côté lorsqu'il fait des appels à notre microservice. Je vais laisser la main à Mathieu à présent pour implémenter du coup un deuxième petit microservice. Exactement. Juste merci. J'y pensais pas en plus. Merci. Ok. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la présentation du projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder un nouveau service qui va s'appeler, on a vu le Hello Service, on va coder le Buy Service. Donc l'idée du Buy Service, c'est qu'on va appeler le Hello Service, donc via le service Discovery, via l'injection de dépendance, donc on va voir ça. Donc le Buy Service appellera le Hello Service donc pour dire bonjour à notre utilisateur et ensuite concaténera un message au revoir au même utilisateur. Donc l'idée ici, c'est on part du postulat qu'on a déjà donc créé la structure du projet. Et on a déjà également, à l'intérieur du build.sbt, déclaré nos dépendances. Donc tout ça, on a téléchargé l'ensemble des dépendances, etc. pour que ce soit mieux en termes de live coding. Donc l'idée, on a bien donc, le buy API et le buy implémentation, tout comme on avait le Hello World API et Hello World implémentation. Donc à l'intérieur de l'API, ce qu'il va falloir faire, c'est déclarer l'ensemble. Ah, je ne suis pas sur le... Ok. Je regarde juste sur le keymap. Je ne sais plus si je l'avais changé ou pas. Hop. Ok, si, je me suis juste trompé. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler named, on va donc donner un nom à notre service, c'est-à-dire buy service. Hop. With calls. Donc ici, on va déclarer, comme nous disait Cyril, l'ensemble de nos endpoints. Et surtout, ne pas oublier le with AutoACL.
Sinon, en fait, on monte les services, mais aucune route ne sera atteignable. Donc en fait, on ne le verra pas au niveau du service gateway, mais par contre, dans les logs, on verra que notre service est bien monté, mais juste, il n'est pas accessible. Donc ensuite, hop, on va déclarer nos différents calls. Donc, ce qu'on va faire, en l'occurrence, c'est un REST call. Ok, donc sur get, ok, on met l'API, le pass pour joindre ce endpoint. Donc on va l'appeler /API/by ID. Donc ici, en fait, ID fait référence à l'ID ici, puisqu'il va falloir binder la méthode qu'on veut appeler. D'accord? Donc ici, avec méthode référence, ça s'appelle by. Ok. Hop, alors par contre, j'ai un petit service.restcall et ce sera mieux. Ok, donc ça, c'est pour la partie API. Donc ici, notre API est réalisée. On va regarder l'implémentation. Donc également, dans l'implémentation, tout reste à faire. Ce que va faire l'implémentation, déjà, c'est qu'elle va appeler notre service Hello. Donc pour ça, en fait, on va créer un constructeur dans lequel on va injecter le Hello service. Hop. Ok, donc une fois qu'on a notre Hello service injecté, on va l'appeler à l'intérieur de l'implémentation. Donc c'est bien l'implémentation de la méthode by. Donc Hello, en lui passant l'ID, on invoque. Invoque, ce que ça retourne, c'est un completion stage. En gros, c'est les futurs de Java 8, completable future. Donc en fait, c'est des futurs sur lesquels on va pouvoir avoir un ensemble de méthodes dites de continuation. Donc genre de map, flat map, tous les combine, toutes les méthodes de continuation. Donc on va appeler ça eventually hello. Et l'idée, ça va être que une fois then apply, donc une fois qu'on aura le retour du futur, c'est-à-dire notre chaîne de caractères qui correspond au retour du service hello, eh ben, on va concaténer assez simplement un \n suivi d'un by plus l'ID. Hop. Ok, a priori, c'est bon. Hop là. Ok, très bien. Dans le by service module ici, je l'ai fait. Il y a pas, donc c'est la déclaration des services et la déclaration du client. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à l'intérieur du build.sbt, à l'intérieur de by imple, en fait, on a une dépendance sur by API et hello world API pour pouvoir injecter l'hello service. Ok. Très bien. Donc maintenant, comme je ne connais pas, hop, voilà. Via la méthode runall, en fait, ça permet donc de lancer l'ensemble de nos services, Cassandra plus l'ensemble de nos services. Donc normalement, si tout se passe bien, donc là, ça lance le service locator, le service gateway, Cassandra, et normalement, dans les logs, on devrait voir, ah, ok, ça nous l'a fait tout à l'heure, je vais juste le relancer. Je relance Activator. L'idée, c'est qu'on va voir nos 3 services se lancer, donc tous 3 sur des ports différents. Et ensuite, on va aller sur le navigateur et on va appeler /API/by et voir qu'on a effectivement bien appelé le service hello. Donc, je refais un petit renouvel. Suspense. Donc, c'est relativement rapide à démarrer. Relativement. Bon, ça démarre 3 services, ça démarre un Cassandra, c'est assez gourmand. Ok. Donc là, on voit donc que Hello Stream Imple, Hello World Imple et By Imple sont démarrés, ok, sur des ports tous 3 différents. On peut imaginer, donc là, on est dans l'environnement de développement, mais sur l'environnement de production, ce serait potentiellement 3 machines différentes. On verra avec conducteur juste après. Donc là, l'idée, c'est que, ok, sur le navigateur, donc, je dois avoir by. En fait, ok, voilà, je cherchais un prénom, mais
Je pense que pour le bail, c'est d'actualité de mettre Hilary. Donc voilà, donc là on a bien Hello Hilary, donc ce qui correspond à peu près à ce matin ou hier soir, et Bye Hilary, donc là qui correspond à ce matin. Donc voilà, donc pour dire qu'en fait Hello Hilary provient bien de l'appel à Hello Service. Je vais laisser la main maintenant à Ilia pour vous démontrer conducteur. Ok, merci Mathieu. Je vais vite fait couper le service. Donc là, on vous a montré la phase de développement, donc explication de code et développement de nouveaux modules. Maintenant, on va essayer de vous expliquer la partie qui est production, donc comment vous déployez. Je vais monter un peu le micro, on n'a pas tous la même taille. On va vous expliquer la partie donc production, donc comment est-ce que les opérationnels gèrent donc les bundles, donc ça c'est du vocabulaire la gomme aussi, en production. Donc cela se fait au travers de l'outil conducteur. Donc conducteur, c'est en fait un orchestrateur, donc au même titre que Apache Mesos par exemple, qui va donc gérer l'exécution, le scaling et aussi la résilience, donc surveillance et redémarrage de vos services. Donc conducteur, c'est un outil payant pour la production, néanmoins Lightbend propose une sandbox, qu'ils appellent ça, pour le développement. Donc on va pouvoir vous montrer ça rapidement. Donc premièrement, la sandbox se base sur Docker Machine, donc ça c'est des détails, hein. Donc là je crée une machine Docker, et sur cette machine Docker, je crée un cluster de 3 machines. Donc là les machines, ce n'est pas des vraies machines, c'est des conteneurs. Donc on lui crée un cluster de 3 machines, on run cette version de conducteur qui est en bêta, hein, on le voit, et un petit outil de visualisation qu'on va voir dans quelques instants. Donc là il démarre les 3 machines, c'est démarré. Une fois que donc, cette sandbox, cet environnement de démo est créé, on interagit avec l'outil conducteur au travers de la commande conduct. Donc, la première commande qu'on va voir, c'est conduct info, qui nous donne donc l'état des bundles chargés, donc les services disponibles pour exécution, et les services en exécution. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun service. En fait, c'est parce qu'il est en cours de démarrage. Si on l'interroge à nouveau, on voit que certaines choses ont démarré, et je vais expliquer ça tout de suite. Donc on a un achat proxy. Donc ça sert pour le load balancing et le service gateway. Donc l'accès, enfin, on va dire le portail unique d'accès au service. ESLite, c'est pour du logging, donc on va l'ignorer pour l'instant. Et le visualizer, c'est le petit outil qu'on lui a demandé de démarrer. Donc l'objectif, ça va être de démarrer le Hello World et de le lancer sur conducteur. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va revenir sur notre projet, qui est parti ici. Oui, c'est celui-là. Donc, on revient dans notre Apple SBT et ce qu'on va essayer de faire, c'est générer donc, le bundle. Donc, le bundle, c'est simplement un zip avec, en gros, un fichier de conf qui déclare les endpoints et certaines configurations customisées, si on veut, et le jar, donc le binaire. Donc, comment on fait? C'est tout simplement un bundle dist. Donc là, il va nous générer un bundle pour chacun des services qui sont présents ici. Donc, on en a 2. Donc, on voit le bundle ici. Autre point très pratique, on peut interagir avec conducteur dans le REPL SBT, donc ici, et c'est ce qu'on va faire. Et donc, conductor, ça marche comment? Ça peut faire penser à Docker. En gros, dans un premier temps, on va charger les bundles, et dans un deuxième temps, on pourra les runner et les scaler à volonté. Donc là, on va lui charger le bundle. A priori, c'est assez rapide. Maintenant, si on revient ici, on voit qu'il a bien été chargé avec 0 instance en cours d'exécution. On va revenir rapidement sur l'outil de visualisation dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pas du monitoring, c'est juste à titre de démonstration. Donc on va voir notre service Hello World. Donc on a notre cluster de 3 machines. On a Hello World qui a été répliqué, donc prêt à être lancé sur les 3 machines. Donc on va le lancer maintenant, et ça c'est très simple. Pardon, il me faut juste l'ID. Donc pour le lancer, on fait un conduct run, on donne l'ID et on pourra lui préciser un scaling.
Si je ne lui précise pas de scaling, c'est un scaling de 1 par défaut. Donc là, si par exemple on démarre 2 instances, c'est rapide, presque. Donc on les voit démarrer ici, donc là elles sont démarrées. Et maintenant on va essayer de tout simplement y accéder. Donc on accède à cette URL qui est donc mon Docker. Ça c'est la gateway, donc je parlais tout à l'heure, c'est le HAProxy. Et là on se rend compte, bah mince, ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? On va le voir tout de suite en regardant les logs. On va regarder les logs donc, de cette application. Et là, bon, c'est un peu difficile à lire, mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'arrive pas à contacter Cassandra. On le voit ici. Et en effet, comme vous l'a montré Cyril tout à l'heure, il y a un élément de persistance dans cette application. Et au travers du service Discovery, il demande à Conducteur donne-moi le endpoint de Cassandra, j'ai besoin de persister quelque chose. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'arrive pas, il a essayé de contacter, je pense, c'est 10 fois par défaut, Cassandra, il n'a pas réussi à le contacter, et du coup, le circuit breaker est ouvert. Donc là, on voit le circuit breaker en action, donc on ne pollue pas la bande passante, et on ne pollue pas les logs non plus, et il va retenter toutes les 30 secondes. Donc ça, c'est les configurations par défaut. Donc ce qu'on va faire, on va charger un Cassandra dans notre conducteur. Donc pour ça, on fait simplement un conducteur load Cassandra. C'est presque suffisant. Il va falloir lui fournir un fichier de configuration généré à partir du projet pour lui indiquer sur quel endpoint s'exécuter. Donc pour ça, donc là on a l'autocomplétion aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Pardon, c'est pas ça. Donc voilà, petit fichier de configuration, on lui donne le fichier de configuration et maintenant on pourra le runner. Donc à nouveau, notre Cassandra est bien disponible. Donc là, je vais lui donner qu'une instance parce qu'il est assez gourmand en mémoire. J'ai qu'un pauvre Mac. Voilà, donc il a démarré. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Donc, comme je disais, c'est toutes les 30 secondes que le circuit breaker est refermé et que le service interroge conducteur. Donc là, on va attendre quelques petites secondes pour que le service soit disponible. Si tout va bien, bien sûr. Tu comptes? J'ai commencé. Donc on attend. Pardon? Si, Cass Native, en fait, c'est Cassandra. Donc il cherchait Cassandra qu'on vient de démarrer, et maintenant il va essayer de le recontacter dès que le circuit breaker se ferme. Donc a priori, et voilà, ça marche. Donc on voit bien le circuit breaker, donc ça a pris un peu de temps, c'est normal. Le circuit breaker s'est refermé, et donc là on voit bien l'élément robustesse. Le système ne fonctionne pas, mais il ne crache pas et il n'impacte pas les autres services. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur conducteur. On va passer à la conclusion. Oups, c'est pas celui-là. Alors, pour conclure, un framework particulier, mais on a des choses pour le développement en fait. D'ailleurs, on ne vous l'a pas montré, mais quand le run est en cours, on peut faire du rechargement à chaud, des choses comme ça. Surtout, on a une commande pour démarrer notre appli distribuée avec de la découverte de services en une commande, donc c'est quand même pratique en termes de développement. On a un framework qui a une opinion forte, mais qui nous pousse vers de la qualité via tous les axes du manifeste réactif, en fait. C'est quelque chose de quand même intéressant et rare. Et un socle technique qui est robuste avec AK en dessous, et donc des frameworks qui sont déjà matures en production, même si la gomme, lui, est assez jeune. Des choses intéressantes qui vont venir, entre autres Kafka qui va s'ajouter pour gérer aussi les événements ou la communication entre les microservices éventuellement. Et quelques éléments de flexibilité, vous voyez la partie de persistance et donc tout ce qui va avec du coup dans le cadre de la gomme, l'event sourcing, etc. C'est quelque chose qui est éventuellement optionnel, donc on peut quand même utiliser d'autres avantages du framework sans forcément mettre ça en place. Des choses un peu
plus négatif, c'est qu'on a un couplage technologique assez fort, que ce soit déjà avec Java pour le moment, hein, tant qu'il n'y a pas d'autres API disponibles, avec Conductor pour la mise en prod, pour l'instant il n'y a que Cassandra qui permet de faire de la persistance. C'est des choses qui vont potentiellement évoluer, mais pour l'instant, l'état en est là. On a une documentation qui est un peu pauvre aussi, sur l'ensemble du framework, et il y a une montée en compétences qui va être forcément forte sur tous les concepts aussi autour du framework. Par exemple, des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec de l'event sourcing et du CQRS, si vous voulez utiliser la couche de persistance de la GOM, c'est quelque chose de nécessaire. Et un dernier mot de la part de Didier aussi. Donc là, vous dites sûrement, d'ailleurs, j'ai plus besoin de ça, est-ce qu'il faut utiliser Conductor? Est-ce que c'est un bon outil? Déjà, il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup de concurrence. Ce que fait Conductor, donc aider au développement de microservices, peu de frameworks le font en fait. Il y a que dans le monde Java, il n'y a que Spring Cloud qui permettrait de faire quelque chose d'à peu près équivalent. À mon sens, pour avoir testé les deux, Spring Cloud est quand même beaucoup moins intégré. En gros, l'approche est différente. Si vous avez un projet Spring, vous voulez faire du circuit breaker, vous intégrez un module circuit breaker. Si vous voulez faire du service discovery, ce qui est très important parce que c'est un des gros problèmes des microservices et c'est très fastidieux à faire à la main. Pareil, vous tirez une dépendance, mais là où c'est vraiment plus fastidieux sur Spring, c'est que, en fait, ce service discovery, c'est un service à démarrer. C'est pas inclus dans l'environnement de développement et c'est pas non plus inclus dans le conducteur en production. Donc ça veut dire que vous allez devoir démarrer votre persistance, votre service discovery, évidemment configurer les services pour qu'ils interrogent ce service. Donc, grosso modo, c'est juste beaucoup moins intégré et à mon sens, moins productif. Donc, demain, je ne ferai pas du conducteur parce que pour l'instant, il n'y a pas de Scala, d'API Scala et j'ai pas envie de revenir sur du Java tout de suite. Mais par contre, à mon sens, la conducteur a vraiment une efficacité redoutable et permet de faire des choses vraiment de qualité. Donc, notamment, on a le circuit breaker qui est vraiment transparent. Même si vous voulez pas en faire, il y en a. Et je vois pas de point négatif à cela. Le service discovery, pareil, c'est complètement transparent et on a l'impression de manipuler des POJO simplement au travers de l'injection de dépendance, comme vous l'avez vu. Tout est asynchrone et non bloquant, donc ça vient plus de Play que de la gomme, mais on en profite quand même. Et il y a d'autres points que j'oublie, j'en suis sûr. Si vous voulez faire de l'event sourcing pour votre persistance, et ça, bien sûr, c'est pas obligatoire et c'est pas toujours souhaité, ce qu'a présenté Cyril, donc c'est vraiment redoutable pour en faire. C'est vraiment très très pratique. Donc voilà, les avantages sont nombreux. Donc on va conclure là-dessus. Si vous avez des questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Clément? La question que je me pose, c'est que vous avez montré donc Cassandra pour la persistance des événements. Vous avez montré qu'on pouvait avoir des read-only command, donc c'est pour bypasser l'event sourcing, si j'ai bien compris. Tu peux répéter ça ? Sur l'exemple de code, si tu peux le remettre sur le premier, Cyril, il y a deux types de commandes. Il y a les commandes qui t'obligent à poser un événement, si je dis pas de bêtises, et puis une autre où tu peux faire sans. Vous l'avez utilisé pour le get, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ma question n'est pas du tout là-dessus, mais ma question est sur ce que sur ce que propose la GOM en termes de rejeu et d'exploitation de ces événements. Parce que là, dans ce que vous démontrez, vous passez par des événements, mais in fine, ça ne vous sert à rien, vous faisiez des réponses directes et c'était la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils proposent pour tout ce qui est rejeu et ce genre de choses? En fait, il y a bien un système de rejeu et en fait, ça n'a peut-être pas été très clair, mais on a des commandes des événements, les commandes génèrent des événements et après on a l'état. Donc ce que fait Conductor, c'est qu'il génère ou écrit des snapshots dans Cassandra. Et si jamais votre système à service a craché, il repart d'un snapshot, rejoue les événements et retrouve son état. Donc ça, c'est très intégré. Et justement, cette gestion de snapshot, qui, si tu la fais manuellement, elle est quand même assez fastidieuse, bah là, c'est presque gratuit. D'autres questions ? Oui, on a peut-être une petite question. Concernant justement la gestion des états, est-ce qu'il retourne des événements s'il y a une sorte d'incohérence d'état sur les services? Donc là,
En fait, comment tu détectes l'incohérence d'état? Justement, est-ce qu'il y a un service qui est dysfonctionnant? Est-ce qu'on pourrait pas intégrer ou préprogrammer un mode de fonctionnement pour ces services-là, des états cohérents? En fait, ce que tu appelles état incohérent, ça serait donc le snapshot, le world state, donc ça serait la partie lecture. Donc là, c'est plus une question event sourcing CQRS. Ça serait le snapshot, donc qu'on lit en lecture. Et si en effet, on a abouti sur un état incohérent, c'est que l'interprétation des événements est mauvaise. Et si on la corrige et qu'on régénère nos snapshots, dans ce cas-là, on aura a priori un état cohérent. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Donc, merci à tous.